Bonjour, bienvenue à la podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Nelly Pascaline Banzé, écrivaine, présidente de l'association des femmes de valeurs vivant avec handicap, membre de la société civile et bien d'autres casquettes. Bonjour Madame Nelly. Bonjour Madame Roni. Nous sommes ravis de vous recevoir avec mon gosse Albert Wichi. Bonjour Monsieur Albert, merci beaucoup. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous, dans votre début, votre enfance, où vous êtes né? Merci. Comme vous avez dit, je réponds au nom de Pascaline Nelly Banzé Kanteng. Je suis née ici à Lubumbashi, grandi à Lubumbashi. J'ai passé toute mon enfance au quartier Bel Air. C'est là que j'avais fait mes études primaires. À la maison, évidemment, parce que étant une personne à mobilité réduite, il n'y avait pas moyen que je puisse me déplacer pour aller à l'école. Alors, j'ai dû apprendre à la maison. On faisait venir les enseignants à la maison tout le long de mon parcours primaire. Et après, on a dû se déplacer pour aller à Kolwezi. C'est là que j'avais continué avec les études secondaires. Mais c'est là, pendant que j'ai resté à la maison, comme j'ai passé beaucoup de temps à la maison, je m'ennuyais un peu, étant donné que mes frères et sœurs, eux, allaient à l'école. J'ai resté, j'écrivais, j'ai dessiné. J'ai commencé d'abord par le dessin, je dessinais beaucoup. Et après, je me suis découvert l'autre passion, c'était l'écriture. Et c'est à partir de l'âge de 16 ans que je me suis mise à écrire et en évoluant dans les temps. Bon, j'ai décidé de faire de l'écriture et du dessin aussi, j'ai décidé d'en faire un métier. Voilà un peu mon petit parcours. Et toutes ces activités que vous faisiez séparées certes du milieu scolaire, comment est-ce que vous avez pu construire une personnalité assez forte tout en étant isolé de la société, entre guillemets, si on peut dire ça? Bon, ça n'a pas été facile de me créer cette personnalité-là, parce qu'au début, je me disais que j'étais une personne totalement inutile à la société. Je ne pouvais, parce qu'étant petite, même le médecin, comme je n'arrivais pas à me déplacer seule avec les béquilles, comme les autres personnes vivant avec handicap le pouvaient, moi je ne pouvais pas. Le médecin avait même déclaré que je serais inutile à la société. Ce qui m'avait accompagné tout au long de mon parcours. Et je me disais que je serais vraiment inutile, je ne pouvais rien faire. Le dessin pour moi c'était un passe-temps, même l'écriture c'était un passe-temps, que ça n'allait servir à rien. Mais c'est vers l'âge de 16 ans que je suis vraiment entrée dans la société en intégrant la chorale. Je suis entrée dans une chorale à Kolwezi et c'est là que j'ai pris les premiers contacts avec, je dirais, le monde. Ce n'était pas facile, il y avait des affrontements. Je devais faire face à cela et c'est à partir de la chorale que je me suis créé une personnalité. Et quel était l'accueil des gens dans ces milieux? Quel était votre ressenti quand vous êtes entré dans ce milieu, les premiers contacts, comment ils étaient et comment vous vous êtes épanoui ensuite? À Kolwezi, c'était facile. J'avais été bien accueillie. Mais en quittant Kolwezi, nous sommes rentrés à Lubumbashi. J'ai intégré une autre chorale. Et là, les difficultés étaient énormes parce que dans cette chorale-là, on croyait peut-être que j'étais un zombie ou bien un robot. On ne m'approchait pas. Même quand je souriais, les gens s'étonnaient. Elle aussi, elle rigole. Elle aussi, elle fait ce genre de mouvements. Donc, il y avait cette distance-là. On me craignait comme si l'handicap, ça pouvait être contagieux. Et moi, ça me frustrait terriblement. Bon, ça m'a vraiment... Bon, ça fait que j'étais restée un peu coincée. Un peu coincée pour m'épanouir à cette époque-là. C'était pendant l'adolescence. Vous voyez, une jeune fille. Je voulais aussi plaire. Je me maquillais pour plaire. Mais vous voyez, dans la société, on vous accueille avec des préjugés
il y avait autant de préjugés qui m'empêchaient d'évoluer. Mais courageuse de nature, cela ne m'a pas freinée pour évoluer. Et quel était le soutien de la famille quand ils vous ont décidé que vous puissiez maintenant vous ouvrir, etc., intégrer une chorale? C'est la famille qui vous a poussé, ou bien si c'est vous-même, comment vous avez reçu un appui dans votre famille? Je dirais que, bon, pour faire une parenthèse, c'est grâce à la famille que je m'étais vraiment épanouie. Parce que j'étais aimée dans ma famille. Il y a de ce genre de personnes vivant avec handicap qu'on enfermait chez eux parce qu'ils faisaient la honte de la famille. Mais chez moi, ce n'était pas comme ça. On me considérait comme tous les autres enfants. Bien que les parents s'étaient battus pour que je puisse aller à l'école, ça n'avait pas marché. Ils ont fait de leur mieux. Et mes frères aussi, ils m'amenaient à l'église. À l'époque, je n'avais pas de chaises roulantes. Ils me portaient sur les dos. Et cet amour-là a fait en sorte que je puisse avoir la confiance en moi-même. Et pour intégrer la chorale, c'est une décision qui était venue des amis. Bon, j'avais aussi quelques amis qui venaient me rendre visite à la maison. Ce sont les amis qui m'avaient conseillé d'intégrer la chorale. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Exactement. Comment vous avez surmonté ça? C'est vrai, vous avez parlé de l'amour de la famille, mais au-delà de ça, est-ce que l'intégration de la chorale et le côté spirituel vous a aussi aidé dans ce cheminement-là? Oui, l'intégration dans la chorale m'avait aidé, bien que dans la chorale aussi, il y avait tellement de frustrations. À un certain moment, j'avais dû arrêter avec la chorale pour entrer dans un groupe de théâtre de M. Kilouba Mouika à Likasi. Là, on était à Likasi. Et dans ces groupes-là, je m'étais vraiment épanouie. Et paix à l'âme de M. Kilouba Mouika, même si ses enfants me regardaient en ce moment, je voudrais les remercier parce que c'est quelqu'un qui m'avait vraiment boosté. Parce que dans mon état, me pousser à faire le théâtre, c'était vraiment, ça sortait de l'ordinaire. Il m'a fait monter sur scène, on répétait. Et c'est dans ces groupes-là vraiment que j'avais pris mon envol, en fait. Oui. Et après, j'avais réintégré la chorale. Nous sommes revenus à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, je m'étais vraiment battue pour publier mon premier roman. Ce n'était pas facile de trouver d'abord des sponsors, des éditeurs. Ça a pris beaucoup de temps. Les années se sont écoulées. Et enfin, en 2018, j'avais réussi à publier mon premier livre. Ah, ok. Oui. Et par rapport à l'écriture, vous avez dit que vous avez commencé à écrire à l'âge de 16 ans. Oui. Alors, quel est le rôle de l'écriture qui a joué dans votre vie pour vous permettre de beaucoup plus vous épanouir? C'était quoi la première chose qui vous a poussé à commencer à écrire? Parce que vous avez dit que c'était à l'âge de 16 ans que vous avez commencé. Ce qui m'avait poussé à écrire parce que j'avais vraiment des idées larges quand j'ai dessiné. Je faisais des dessins qui sortent, bon, les histoires qui sortaient vraiment du commun, dans les normes du dessin comme on les veut. Alors, il fallait que je puisse vraiment écrire tout ce que j'avais en tête comme idée, comme histoire. Comme je ne pouvais pas le faire dans les dessins, c'est alors que je me suis mise à écrire. Et comme on dit toujours qu'on retrouve l'âme de l'écrivain dans ses écrits. Et je m'élançais, je m'évadais. Je voyageais en fait dans l'écriture et je m'étais retrouvée vraiment. Okay. Et est-ce que vous vous souvenez de la toute première chose que vous aviez écrite? C'était quoi? Ce que j'avais écrit, j'ai écrit autant d'histoires. Bon, c'est l'histoire qui me revient toujours en tête, que j'ai jamais oublié, c'est Mutombo, les villageois. Okay. Je me rappelle de ces titres, on l'avait beaucoup aimé à la maison, mais je ne sais pas si c'était la première histoire. Okay. Ah, donc vous faisiez lire vos écrits à vos frères et à vos sœurs? Oui, je les faisais. C'était eux qui étaient mes premiers lecteurs.
Ok. Et ce sont eux qui, surtout, il y avait ma tante. Elle était là à côté, que je suis en train d'écrire, elle est en train de lire. Enchaîne, ça va se terminer comment? Elle était de ces gens qui me poussaient aussi à avancer avec mes histoires. Elle me donnait vraiment envie de continuer. Et je me disais, bon, comme mes frères et sœurs, ma famille, les gens de mon entourage apprécient, peut-être, certainement, ça va plaire aussi au public. Ok. C'est dans ce sens-là que j'ai eu l'ambition vraiment de me faire publier. Ok, donc c'est à ce point-là que vous avez décidé de ne pas seulement écrire pour vous, mais aussi de montrer ça à tout le monde. C'est ça. Et votre premier roman parlait de quoi? Mon premier roman, Iris. Ok, Iris. Iris, c'est le premier roman que j'ai publié. Iris, la vie comme elle change. Ça parle d'une fille orpheline, rejetée par la famille et qu'on a traitée des sorcières après la disparition de ses parents. C'est vraiment courant dans notre société. Même les pasteurs confirment que la fille est sorcière alors qu'elle ne l'est pas, pour justement profiter de l'argent de la tante de cette fille-là qu'on a accusée à tort de sorcellerie. Je voulais vraiment parler de cette situation-là qui pousse des enfants qui se retrouvent aujourd'hui dans les rues à cause des préjugés. Oui. Donc c'est un livre en même temps qui aide à surmonter le rejet. Oui, oui, exactement. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez expérimenté, que vous avez retranscrit dans ce livre en fait. Bon, je ne Peut-être dirais... ayant vécu d'une certaine manière. Beaucoup de gens vivent les rejets, surtout les femmes. Les femmes sont rejetées dans... Si une femme est veuve, on la rejette. Si une femme n'est pas... Elle n'est pas vraiment dans les normes qu'une femme doit être. Donc, on nous présente le miroir tel qu'il est. Donc, nous devons être présentables. Si nous sortons en dehors du cadre fixé, voilà, les préjugés commencent par là. Et moi, dans mes écrits, je me base vraiment, je me focalise sur les rejets dans beaucoup de mes histoires. Okay. Peut-être que c'est du vécu. Oui. D'accord. Revenons un peu en arrière, vous avez dit que vos écrits, votre entourage vous lisait et puis ils ont apprécié. Et de là est venue l'idée du livre, ou bien de devenir écrivaine. Comment est-ce que vous gardiez ces écrits? Comment est-ce que même vous écriviez pour les préserver et puis après collecter tous ces écrits pour maintenant commencer avec un projet d'écriture? Je les gardais sur manuscrit. Bon, ce n'est pas facile de les garder vraiment à la maison dans des cartons. Avec le temps, ça s'use. Mais jusqu'à présent, c'est comme ça que je garde mes écrits. Et bon, on peut garder aussi sur machine, ce qui n'est pas aussi évident lorsque la machine tombe en panne. Bon. Donc, premièrement, vous procédez par le manuscrit. Ensuite, et puis ensuite, je mets dans les... Je fais les saisies, oui. Ok, vous préservez aussi ça. Vous pouvez préserver ça en copie électronique aussi. Oui, oui. Quel est l'accompagnement dont vous avez bénéficié pour maintenant vraiment finir le livre? Pour finir le livre, bon, je n'ai pas... commencer, le développer, le terminer et jusqu'à le publier. Bon, j'ai reçu, pour publier ce livre-là, le premier, juste la famille qui m'a aidé et aussi l'éditeur qui était mon oncle. Oui, lui aussi, il a mis la main à la pâte. C'est ainsi qu'on a publié ces livres-là. Et ensuite, bon, j'ai eu l'accompagnement venant du gouvernement beaucoup plus tard, lorsque les livres étaient déjà publiés. Et voilà. Et c'était comment ce processus-là? Si vous pouvez nous donner une petite idée du début jusqu'à la fin pour la publication, parce que je sais que parfois les relations, faire les affaires avec la famille, c'est pas toujours évident. Quel a été ce processus-là? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé à approcher certains de membres de votre famille pour leur dire, voilà, je veux faire ce livre, et c'était quoi leur réaction? Bon, eux tous d'abord à la maison savaient que Nelly, sa passion, c'est l'écriture. Ils voulaient tous me voir publier.
Alors, on a cherché des éditeurs. Même à l'Harmattan, nous avons été accompagnés toujours par la famille. L'Harmattan, leur réponse était négative. On a continué. Mais bon, la famille était toujours là. La famille me poussait toujours à aller, à chercher. Et lorsqu'on a trouvé enfin l'éditeur, c'était bien évidemment mon oncle, mais qui était loin. Il habitait à l'Afrique du Sud, on n'avait plus de relations. Lorsque je l'avais écrit, il avait dit, non, tu ne savais pas que j'étais éditeur. Non, je ne savais pas. Lui aussi, il avait ses normes en tant qu'éditeur que je devais respecter. Il n'avait pas fait gratuitement. Donc, on devait payer. On a payé, on a fait tout ce qui... Bon, on a accepté ces conditions. On a payé ce qu'il demandait pour que le livre puisse être publié. Et donc, c'est de l'argent qui a été investi. C'est de l'argent. Oui, c'est de l'argent qui a été investi. Est-ce qu'en retour, vous attendiez aussi qu'après la publication, que ça vous fasse vivre ou qu'il y ait du revenu par rapport à ça? Évidemment, parce que tout artiste vit de ses œuvres. Et moi aussi, je m'attendais à quelque chose. Bien que les écrivains ne vivent pas toujours de leurs œuvres. Étant donné que c'est difficile dans notre milieu qu'on puisse vous lire vraiment. Et même ceux qui payaient mes livres, ils payaient pour m'encourager. C'était d'abord des amis qui payaient pour m'encourager, non pas par curiosité de lire les contenus. Mais quand même, avec le temps, je me suis rendu compte que oui, on peut vivre. Actuellement, je vis de mon œuvre. Comment est-ce que votre œuvre, après sa publication, a été accueillie dans le milieu littéraire d'ici? Est-ce que les autres écrivains, leur regard sur eux, c'est aussi en tant qu'écrivain ou bien ils n'ont pas été très chaleureux après la sortie de votre œuvre? Non. Le livre a été vraiment bien accueilli et ça m'avait étonné moi-même, même par les professeurs de l'université de Lubumbashi, ils étaient présents à mon vernissage. En tout cas, c'est un livre... Le jour du vernissage, j'étais vraiment étonnée de voir tous ces publics-là qui s'étaient présentés. Je dirais que c'est un livre qui m'a apporté beaucoup de bonheur, qui m'a fait voyager. Oui, j'ai voyagé grâce à ces livres pour aller à la première conférence des personnes vivant avec handicap à Kinshasa, qui avait été organisée par une femme vivant avec handicap. Bon, elle vit à Goma, mais elle avait organisé à Kinshasa. C'est parce qu'elle avait découvert que j'écrivais qu'elle m'avait aussi invité. Et aussi, c'est grâce à ces livres que j'ai participé à un concours à Kolwezi. Voilà. D'accord. Parcours très inspirant. Parlons de ça. Est-ce que vous pouvez aussi parler de votre implication dans votre cheminement, dans la société, jusqu'à devenir écrivain? À quel moment précis vous vous êtes intégré, par exemple, de la chorale à la société civile, jusqu'à l'association des femmes de valeur vivant avec handicap? C'est après la sortie du livre, les gens ont commencé à me découvrir. Et on m'a invité pour intégrer ces groupes-là. L'association des femmes des valeurs vivant avec un handicap. C'était juste après la sortie de mon livre. C'est là qu'on me sollicitait vraiment de partout après la sortie du livre. Et c'est là que j'ai intégré la société civile en même temps et cette association-là. Et comment est-ce que ce processus s'est passé? Est-ce que les gens qui vous ont accueilli là-bas étaient très chaleureux avec vous? C'était quoi le regard des autres par rapport à vous? À l'association? À l'association, tout comme à la société civile. Bon, comme l'association est une branche de la société civile, donc directement, on fait partie de la société civile, bien qu'étant dans l'association. Bon, c'était des gens cool. Et aussi, dans l'association, nous étions des personnes à mobilité réduite. On est nombreux là-bas. Des femmes, on était nombreuses.
Alors, il n'y avait pas vraiment de complexe. D'accord. Et comment, qui dit société civile, dit forcément activisme. Comment vous meniez au quotidien toutes les activités liées à la société civile et quel est l'impact que vous avez créé dans cet environnement? Ayant bénéficié de cet avantage, après avoir sorti votre livre, vous avez été sollicité dans AFEVA, au sein de la société civile. Quelles sont les activités que vous avez menées pour impacter les gens qui étaient déjà dans cette association? On a eu à faire beaucoup d'activités. Il fallait aussi d'abord que l'association puisse avoir le statut. C'est ce qu'on a pu faire. Il y a des champs qu'on a cultivés à Kipushi. Donc, on a créé de l'emploi là-bas. Et aussi, on a formé des femmes à faire des confitures que nous vendons et à faire aussi ce que je vous avais dit, des sacs. Donc, les formations, on les a fait, on continue à les faire. Dans divers domaines. Dans de divers domaines, oui, oui. Et il y a de ces femmes-là qui sont devenues autonomes au sein de notre association. Okay. Et ça, c'est uniquement pour les gens en mobilité réduite ou c'est pour pratiquement toutes les femmes? Bon, d'abord, c'est pour les gens à mobilité réduite. Il y a aussi, nous œuvrons avec les albinos qui sont avec nous. Et il y a des personnes valides qui nous accompagnent parce que seul on ne peut pas faire tout nous-mêmes. Nous avons besoin toujours des autres. Voilà. D'accord. Et est-ce que ce besoin-là devrait dans la société, dans l'association plutôt, qui est sous la société civile, ce besoin devrait dans ce secteur-là aider les autres? Est-ce que c'est parce que vous avez été sollicité ou c'est quelque chose qui est déjà en vous, que vous avez toujours voulu d'une manière ou d'une autre de redonner aussi quelque chose à la société? Bon, c'est quelque chose qui était en moi. Sinon, je n'allais pas accepter. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qu'on n'aime pas. Ce n'était pas forcé. C'est quelque chose qui a toujours été en moi. J'ai toujours eu le besoin d'aider les autres avec les conseils. Ce que je peux apporter, je donne. Ce que je peux faire, je fais. Si je n'y arrive pas, je ne fais pas. Voilà. En parlant des conseils, vous avez dit que vous tenez tout un groupe de conseils de mariage ou de couple. Oui. Comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce groupe-là? D'abord, je donne beaucoup de conseils et on m'écoute beaucoup. Et j'avais fait cette petite expérience lorsque je conseille quelqu'un et vient me dire « Danélie, merci ». La personne peut être dans les couples, je lui donne les conseils. La personne revient pour me remercier, dit « Ce que tu m'as dit, ça a marché ». Alors je me disais « Pourquoi pas ne pas tenir un cabinet pour commencer à accueillir les gens, à devenir un conseiller, une conseillère matrimoniale, bien que je ne suis pas mariée. » Et mon frère m'avait dit, avant de créer d'abord ce cabinet-là, crée un groupe WhatsApp, tu verras, ça va marcher. C'est alors que j'ai créé ce groupe WhatsApp qu'on appelle Mariage stable et réussi. Nous avons intégré des personnes, beaucoup de couples mariés, et aussi des célibataires qui aspirent au mariage. Moi aussi, j'aspire au mariage. Et aussi ceux qui sont divorcés pour partager aussi leur expérience. Ça peut toujours aider. Et des veuves aussi qui sont là, qui nous accompagnent, des veuves aussi. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, et après avoir créé ce groupe WhatsApp, combien de gens vous avez conseillé, suivi, accompagné jusqu'à ce que ça aboutisse au mariage? Est-ce que au passage aussi vous avez parrainé quelques couples? Non, accompagné jusqu'à ça aboutisse, je vais mentir. Ok. Oui, donc nous intégrons des gens souvent qui sont mariés et qui bénéficient de nos conseils. Qui ont des problèmes. Qui ont des problèmes, qui bénéficient de nos... Ce n'est pas seulement moi qui leur donne mes conseils. Nous sommes un groupe de plus de 110 personnes. Il y a des grands messieurs qui sont là, des messieurs qui ont vécu vraiment dans les mariages et qui sont des conseillers
dans ces groupes-là. Ah, donc c'est un groupe d'échange, chacun partage ses expériences. Chacun partage ses expériences et nous faisons aussi des œuvres sociales dans ces groupes-là. Nous aidons des personnes qui sont vulnérables, surtout pendant les fêtes de Noël. Nous allons faire, comme on dit, nous sortons pour faire des œuvres de charité. Voilà. Est-ce qu'en dehors de ce groupe, vous avez déjà organisé une rencontre physique avec quelques membres de ce groupe en présentiel, les voir maintenant échanger en vrai tout ce que vous partagez dans le groupe? On le fait souvent. Et dernièrement, on a fait encore, c'était le mois passé, on a fait une rencontre. On les fait souvent pour consolider nos liens. Si ça reste vraiment virtuel, on ne peut pas nous connaître et se connaître. Alors, on organise ce genre de rencontres, on organise des repas ensemble pour consolider nos liens. Et ça, on les fait. Après ça, on fait aussi des sorties, comme j'avais dit, pour aller œuvrer dans les œuvres caritatives. Et c'est quoi la vision d'ici 2-3 ans de ce groupe qui va bientôt tourner en cabinet? C'est quoi la vision et l'objectif pour les 5 prochaines années? Bon, la vision, c'est de devenir d'abord un ASBEL. C'est que nous avons toujours voulu. Le groupe a totalisé cette année 4 ans. Et nous espérons que... Félicitations. Merci. Nous espérons que cette vision-là finira par se réaliser. Avec plaisir. On va passer peut-être à nos dernières questions du podcast. Le but de ce podcast, c'est mettre en lumière les modèles d'intégrité et de réussite dans notre communauté. Pensez-vous que vous en faites partie? Et si oui, comment ça s'est manifesté dans votre parcours? Oui, j'en fais partie. Oui, bon, je suis... Déjà, comme vous m'avez appelé ici, ça veut dire que vous me connaissez. Exactement. En tant qu'écrivaine, en tant qu'artiste. J'ai réussi quelque part. Du néant où j'étais, personne ne me connaissait. Et je me disais, si on pouvait me lire, ne fût-ce que par une seule personne, ça me fera du bien, parce que je dirais qu'au moins mes écrits sont lus quelque part. Mais on ne m'a pas lu que par une seule personne. Et aujourd'hui, je suis connue. Alors, je dis que je suis un modèle de réussite et j'en suis fière. D'ailleurs, je me rappelle avoir vu un jour, vous aviez été primée aussi à d'autres cérémonies, plusieurs fois d'ailleurs. Oui. Comme meilleure écrivaine de Lubumbashi ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel sentiment ça vous donne quand vous êtes nominée quelque part? Oui, récompensé. On m'a récompensé comme parmi les femmes qui inspirent récemment avec Bossuet Institute. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Je me dis que j'ai relevé un grand défi. Si le médecin là pouvait être en vie et me suivre, lui qui avait dit que je ne ferais rien dans ma vie, j'ai fait au moins quelque chose. Et je remercie mon Dieu, je remercie ma famille qui m'ont vraiment donné du tonus pour que je puisse en arriver jusque-là. Comment vous vous voyez dans le futur en tant qu'écrivaine? Où vous comptez aller? Vos ambitions personnelles? Je compte... j'aimerais devenir comme Michelle Obama. Oui, je veux vraiment qu'on puisse me lire, non pas seulement... Parce que pour le moment, je suis limitée à Lubumbashi. Okay. Mais moi, mon ambition, c'est être élue partout au Congo. Il y a une dame qui m'a vraiment soutenue, qui est à Goma. Elle avait pris une quantité énorme de livres pour les faire lire aux lecteurs de Goma. Mais à part eux, je ne crois pas qu'au Congo, on me connaît vraiment, qu'on me connaît vraiment. Alors ça, c'est mon ambition, qu'on puisse me connaître partout. Ok. Oui. Et parlons de vos projets futurs. Vous travaillez sur quoi maintenant et quand est-ce que ça sera disponible? Je travaille sur un autre livre qui aura pour titre L'amour au rendez-vous. Okay. Les premiers livres parlent des enfants orphelins
Cette fois-ci, je vais parler de la personne vivant avec handicap, mais ce n'est pas mon histoire. J'ai relevé quelques points dans ces livres-là parce que les gens ont une idée un peu différente de la personne vivant avec handicap. Pour élever un peu ces préjugés-là, parce que la personne vivant avec handicap peut aussi aimer, elle a des sentiments comme toute autre personne. C'est ce que j'ai voulu mentionner dans ces livres. Et quelle est la chose aujourd'hui que vous pouvez nommer qui freine un peu que vous puissiez être lu partout? C'est quoi le truc qui manque pour permettre que vos ouvrages puissent être lus, par exemple, à Goma, à Likasi, aux États-Unis, en France? C'est un sponsor. C'est un sponsor? Oui, c'est un sponsor et les finances aussi. C'est ce qui manque parce que c'est l'argent qui parle. Quand on a l'argent, on peut s'auto-publier, je peux le faire moi-même, mais s'il y a des personnes de bonne foi, ils peuvent le faire comme on fait avec la musique. Il y a des producteurs dans la musique, mais dans le domaine de l'écriture, on est obligé de le faire d'abord nous-mêmes. Et si on a la chance, les gouvernements nous prêtent main, mais il n'y a pas de sponsors dans le domaine de l'écriture. C'est ce qui bloque. Okay. Donc nous espérons à travers ceci, s'il y a des gens qui vont vous écouter et qui pourront sponsoriser, parce que je pense que c'est à travers l'écriture que beaucoup d'entre nous se développent. Oui. Et je pense qu'on a besoin nécessairement de beaucoup de gens comme Madame Nelly qui sont passionnés de l'écriture. Donc c'est avec un très grand plaisir qu'on a eu à vous avoir dans ce podcast, à écouter votre histoire. Je pense qu'aujourd'hui, cette histoire inspire beaucoup. Personnellement, ça m'inspire de voir quelqu'un qui se donne, qui ne se laisse pas déstabiliser par tout ce que les gens disent. Donc, c'était vraiment un très grand plaisir d'avoir fait votre connaissance. Merci, Monsieur Albert. Merci à vous, Madame Boni. Merci de m'avoir accueilli. Une dernière question. Oui. Pour vous, c'est quoi l'Afrique libre? Ce mot, qu'est-ce que ça résonne? Ça fait résonner en vous? L'Afrique libre, ça résonne qu'il ne puisse pas y avoir des préjugés. Il y a autant de préjugés, des stéréotypes qui sont coincés dans nos têtes, que nous devons libérer, afin que nous puissions vraiment être libres. Nous sommes coincés, nous ne sommes pas vraiment libres. Nous parlons de démocratie alors qu'il n'y a pas de démocratie. Quand vous dites que l'Afrique libre, présentement, moi je dirais qu'on n'est pas totalement libre. Et qu'est-ce qui pourrait rendre l'Afrique libre, selon vous? Je peux dire des choses qui peuvent fâcher. Non, mais dites quand même ce que vous pensez, sans citer les gens, juste les éléments qui peuvent faire en sorte que l'Afrique se libère à tel niveau. Par exemple, au niveau de préjugés, comme vous l'avez dit. Oui, au niveau de préjugés, aussi sur le plan de la politique. Oui. Elle peut se libérer dans beaucoup de domaines. L'Afrique, c'est un continent en devenir avec beaucoup de potentiel. Mais il nous faut vraiment, nous devons vraiment nous ouvrir au monde pour acquérir cette liberté-là et non pas être coincés comme nous le sommes présentement. D'accord, merci. On termine par là et à très bientôt. Merci.